Mettre en route l'enregistrement. Veuillez m'excuser pour cela. Donc, à nouveau, bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci d'assister à ce webinaire sur le label ISR immobilier que nous allons aujourd'hui vous présenter avec donc mon collègue Jean-Baptiste Fourmy et donc moi-même Céline Bonenfant. Pour débuter, voici le sommaire de la présentation. Donc, tout d'abord, on va vous rappeler qui nous sommes chez Etifinance et notre parcours à Jean-Baptiste et moi-même. On va vous parler du contexte du label ISR immobilier. On va ensuite vous donner des informations quant à son contenu et notamment ce que cela signifie en pratique. On va ensuite très succinctement vous faire part de l'accompagnement que nous pouvons vous offrir en tant qu'agence de conseil. Et enfin, on va vous faire, on va partager une rapide conclusion sur ce label ISR et sur les informations qu'on aura pu vous partager. Enfin, et comme je l'ai mentionné dans la petite fenêtre de chat que vous voyez normalement en bas à droite de votre écran, nous allons procéder à une session de questions-réponses. Nous vous invitons à formuler vos questions par écrit via ce chat et nous les traiterons dans le temps alloué, donc en fin de session. Alors, pour commencer, je ne sais pas qui connaît Etifinance d'ores et déjà. Donc, nous sommes une agence d'analyse et de conseil extra-financier. On a été fondé il y a maintenant plus de 15 ans. Et à l'origine, et encore aujourd'hui, nous avons une activité d'accompagnement des investisseurs et des entreprises dans la gestion de leurs risques et opportunités liés au développement durable. On est Etifinance rattaché au groupe, enfin à l'agence intégrée de notation financière et extra-financière Kivalio, qui comprend notamment donc Etifinance d'une part et anciennement Spread Research, une agence de notation crédit française aussi. Alors, nous vous résumons succinctement l'activité de notre pôle investisseur, puisque Etifinance en tant que tel se compose de deux pôles, le pôle émetteur et le pôle investisseur. Et donc, au sein de ce dernier pôle, nous avons donc des activités de conseil en stratégie auprès des investisseurs institutionnels, banques et sociétés de gestion. Nous avons une activité de notation extra-financière ou ESG d'entreprises cotées, donc de petite et moyenne capitalisation européenne. Nous avons une activité OneTrack qui est un service de pilotage ESG pour les actifs non cotés. Et donc, plus spécifiquement, ce service s'adresse aux actifs, entre autres immobiliers. Une activité de reporting, donc là, c'est la prise d'empreinte ESG climat des portefeuilles. Et enfin, dernière activité lancée récemment, une activité de active ownership, donc d'engagement de dialogue avec les émetteurs. Aujourd'hui, parmi les intervenants sont donc Jean-Baptiste Fourmy et moi-même. Donc Jean-Baptiste qui est le manager de OneTrack, donc l'activité de pilotage d'actifs non cotés et notamment d'actifs immobiliers. Il est aussi notre expert en matière d'immobilier puisque cela fait maintenant plusieurs années qu'il accompagne nos clients sociétés de gestion spécialisées dans la gestion d'actifs immobiliers dans la mise en place de leur démarche ESG. Bonjour à tous. Et enfin, donc Céline Bonenfant, je m'occupe de l'activité conseil auprès des investisseurs. Et en ce sens, j'accompagne aussi depuis plusieurs années des acteurs, enfin des sociétés de gestion dans la labellisation, notamment ISR, de leurs fonds. Donc jusqu'à présent, plutôt equity et obligataire, puisque le label ISR ne s'adressait qu'à ce type de classe d'actifs jusque vendredi dernier. Alors, pour le contexte, puisque aujourd'hui nous allons parler de label ISR immobilier, il faut savoir que ce label ISR en tant que tel, donc qui est un label d'État français, ne date pas d'hier, ou plutôt du 23 octobre, mais a été lancé en décembre 2015 et il est soutenu par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Il fait suite à un label qui était déjà existant, qui avait été lancé par Novetic à l'époque et qui était destiné à l'origine exclusivement aux fonds d'actifs cotés, donc fonds obligataires et fonds actions. Donc, il a été lancé en décembre 2015. Il a connu un certain engouement sur le marché français.
Il y a quelques fonds étrangers qui sont labellisés, mais ceci dit, ça reste quand même plutôt l'apanage des fonds français. Et il faut savoir que depuis 2019, on a vraiment connu une croissance exponentielle du nombre de fonds labellisés. Cela relevant de plusieurs faits, notamment la mise en place de la loi Pacte ou le lancement de la loi Pacte en France, qui demande aux assureurs qui proposent des produits d'assurance vie de proposer des véhicules qui sont labellisés, donc labellisés avec un des 3 labels français reconnus, que sont le label ISR, le label Greenfin ou le label Finansol. Donc, toujours est-il que dans le cas du label ISR, cela a amené une croissance vraiment exponentielle du nombre de fonds labellisés, puisqu'on a constaté qu'en mars 2020, le label ISR français était l'un des plus importants en Europe, occupant notamment la première place en termes de nombre de fonds labellisés, donc devant d'autres labels existants tels que le LuxFlag au Luxembourg, le FE Belfin, Sustainability en Belgique, le FNV en Allemagne, et j'en passe. Et il occupait la seconde place en termes d'encours derrière le LuxFlag, justement. Au 30 juin 2020, on comptait plus de 466 fonds labellisés pour 170 milliards d'encours. Alors, l'évolution principale, en tout cas celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait qu'il a été décidé de revoir le référentiel du label, donc le cahier des charges, celui que vous devez suivre et avec lequel vous devez être en conformité pour faire labelliser vos fonds, qui de fait a été étendu pour couvrir d'autres types de classes d'actifs en dehors des fonds cotés, obligataires et actions. Et notamment, maintenant, les fonds d'actifs immobiliers tels les SCPI, les OPCI et les FIA sont concernés et peuvent bénéficier du label ISR. Ce nouveau référentiel revu est devenu effectif le 23 octobre dernier, donc le vendredi dernier très exactement, et il est maintenant possible pour les gérants de fonds immobiliers de faire labelliser leurs fonds. Alors, on va vous donner aujourd'hui quelques informations sur ce que cela signifie. Que de prétendre au label ISR immobilier et notamment les contraintes que cela pourrait présenter au niveau des outils mis en place et au niveau du processus de gestion. Donc là, je cède la parole à Jean-Baptiste qui va vous en parler plus en détail. Merci Céline pour cette introduction. Donc pour cette partie donc un peu plus concrète sur la partie donc liée au label ISR immobilier. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de consulter le cahier des charges. C'est un texte voilà, assez conséquent, pas forcément simple à appréhender. Donc l'objectif de ce webinaire, c'était justement d'essayer d'éclaircir un petit peu les tenants et aboutissants de ce cahier des charges pour que vous ayez une vision un peu plus claire des attentes si vous souhaitez prendre le chemin du label ISR pour vos fonds. Donc, dans un premier temps, on va vous rappeler les points saillants du cahier des charges. On va les prendre pilier par pilier, les principaux éléments attendus avant d'aller dans un exemple très concret de 2 petits cas pratiques concernant des fonds pour voir quelles sont concrètement les exigences du label. Donc, concernant le cahier des charges du label, le périmètre donc concerne des actifs qu'ils soient donc monosecteurs ou de nature variée, donc commerce, logement, bureau, etc. Donc tous ces types d'actifs peuvent être considérés au sein d'un fonds ISR. Ensuite, il va y avoir 6 piliers principalement qui sont détaillés dans le cahier des charges. Et 6 piliers qui abordent 6 éléments différents attendus en matière de supervision des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance pour un fonds qui doit être labellisé ISR.
Tout d'abord, donc le premier pilier, le pilier 1, il est relatif aux objectifs ESG du fonds et aux critères ESG associés. Donc ici, l'idée, c'est d'être précis sur les objectifs généraux en matière d'ESG et de pouvoir être en mesure également de décliner s'il y a des objectifs thématiques, donc sur chacun des 3 piliers, l'environnement, le social et la gouvernance, s'il y a des objectifs plus précis qui sont définis. Le deuxième pilier. Donc le deuxième pilier, il aborde le sujet de la méthodologie d'analyse et de notation des actifs. Donc ici, il faut que ce soit une description qui soit claire pour les parties prenantes, pour vos investisseurs. Ici, c'est l'endroit où il va y avoir des éléments de documentation qui devront être produits dans un but donc de transparence et de clarté, tant à la fois sur les outils, les méthodes employées, la stratégie bien évidemment. Est-ce que c'est des outils, des grilles internes qui sont utilisées? Quelle est la fréquence d'actualisation des évaluations et puis de la révision de la méthodologie? Donc là, c'est un élément important à noter. Le cahier des charges mentionne le fait qu'à minima, la révision de la méthodologie d'évaluation doit se faire annuellement. La transparence et la clarté doivent également se faire sur les moyens que vous allouerez à cette démarche d'investissement responsable. Donc là, les moyens, ils doivent être fiables. Donc ici, les moyens attendus, c'est des éléments sur les sources utilisées. Donc il y a de multiples sources d'informations existantes sur l'immobilier. Bon, le principal notamment qu'on peut avoir en tête, c'est l'Observatoire de l'immobilier durable, par exemple, qui fournit beaucoup d'informations très utiles sur l'intégration des enjeux ESG pour les actifs immobiliers. Ensuite, sur cette partie de transparence sur la méthodologie d'analyse et de notation, il y a également les éléments relatifs au recours à des tiers. S'il y a des tiers qui sont impliqués dans la remontée d'informations, par exemple. Il y a les moyens également humains qui sont alloués, donc tant sur les aspects de taille, d'effectifs alloués à la supervision des enjeux ESG, mais également des éléments liés à l'expertise et à la formation des équipes sur ces sujets extra-financiers. Et un point important sur ce deuxième pilier, le label ISR attend qu'il y ait bien une responsabilité clairement définie en interne au sein de la société. Donc il y ait bien une personne en charge de superviser l'analyse ESG et que cette personne soit rattaché hiérarchiquement au comité exécutif. Donc ça, c'est un élément très important, plutôt sur un aspect aussi de gouvernance, à bien prendre en compte lorsqu'on souhaite se lancer dans la labellisation d'un fonds. C'est bien de s'assurer que tous ces éléments connexes soient bien traités. Donc voilà pour le pilier 2. Ensuite, le pilier 3, il s'agit de la prise en compte des critères ESG dans la construction de la vie de portefeuille. Donc là, c'est vraiment le cœur du réacteur. On a appelé de cette façon-là pour illustrer que c'est vraiment un élément déterminant dans le cadre d'une démarche de labellisation ISR. Il va y avoir différents éléments qui vont devoir être pris en compte. On va pouvoir le voir très concrètement dans les cas pratiques que nous allons vous présenter juste après. Mais de façon très rapide, les points attendus ici sur ce pilier numéro 3, on va avoir les éléments liés à la notation individuelle des actifs. Donc ici, une évaluation qui peut prendre la forme d'un score, d'une opinion, celle-ci peut être interne, externe. L'idée, c'est d'être bien transparent sur la construction de ces notations. Les éléments de justification sont vraiment très importants pour dans le cadre du cahier des charges. Donc ici, il faut vraiment être en mesure de pouvoir expliquer quels sont les critères retenus pour déterminer les notations des actifs,
et bien expliquer le choix. S'il y a des pondérations spécifiques qui sont retenues concernant les thématiques E, S, G et les critères retenus, là aussi, il faut être en mesure de pouvoir justifier ces éléments. Alors, après les cas pratiques, on vous mentionnera aussi quelques spécificités liées au référentiel d'évaluation des actifs, parce qu'il y a quelques contraintes aussi qui sont fixées par le cahier des charges, notamment en matière de fixation des pondérations, des thématiques et des choix des critères. Il y a quelques critères, notamment obligatoires et thématiques obligatoires, qui doivent être bien présentes dans les référentiels d'évaluation. Donc ça, c'est des éléments aussi à bien avoir en tête en amont de se lancer dans une labellisation. Un élément très important dans le cadre du label ISR immobilier, c'est la détermination d'une évaluation minimale requise. Ici, donc c'est une note minimale qui doit refléter une performance qui doit être supérieure aux exigences légales. Donc il faut être en mesure de pouvoir faire des références à des textes réglementaires, à des benchmarks, afin de justifier la fixation de cette notation minimale. Et enfin, il y aura aussi des plans d'amélioration qui seront attendus pour certains types d'actifs selon leur notation ESG obtenue. Donc voilà pour le pilier 3. Ensuite, sur le pilier 4. Donc le pilier 4, il aborde la politique d'engagement vis-à-vis des parties prenantes clés. Donc ici, il est attendu déjà que cette politique d'engagement soit formalisée et publiée sur le site internet, que les résultats concernant cette démarche d'engagement, donc qui peut être animée par divers moyens comme l'intégration d'annexes environnementales, la réalisation de comités verts avec différentes parties prenantes. Tous ces éléments-là, voilà, doivent pouvoir alimenter la politique d'engagement de la société. Donc il y a vraiment un travail aussi de pédagogie par rapport à la démarche suivie par le fonds. La société devra être aussi à même de relever le nombre de parties prenantes avec lesquelles elle aura échangé, quitte à même donner des exemples très concrets d'échecs, de réussites concernant ces échanges. Donc voilà pour le pilier 4. Ensuite, le pilier 5, c'est la transparence. Ici, donc principalement, on va aborder les éléments liés à la communication aux investisseurs, le fait qu'il y ait un rapport de gestion ESG qui va être attendu à minima une fois par an. Bien sûr, donc les éléments liés à l'inventaire devront également être communiqués de façon transparente. Concernant le rapport de gestion ici, il devra notamment comporter des descriptions sur les performances des 5 actifs les mieux évalués, les 5 actifs les moins bien évalués, mais également les actifs, les performances atteintes par les actifs qui ont, on va dire, le poids le plus important au sein du portefeuille. Et enfin, sur la partie rapport de gestion également, la société devra être en mesure d'expliquer les potentiels plans d'amélioration qui auront été identifiés, déployés par la société. Et enfin, on termine sur le pilier 6, donc qui est là le suivi des performances ESG du fonds. Donc là, il faut être en mesure de donner des informations sur les résultats concrets obtenus sur les diverses thématiques environnementales, sociales et de gouvernance, et également de pouvoir donner des informations sur les actions d'engagement qui auront été entreprises avec les parties prenantes clés. Et sur cet aspect aussi de suivi, il y aura une étude comparative d'indicateurs de performance aussi qui sera attendue, avec notamment la nécessité de pouvoir justifier sur 2 indicateurs des performances qui seraient meilleures que celles d'un benchmark, d'une référence, d'un univers de référence, chose qu'on pourra voir un petit peu plus tard dans la présentation. Donc voilà pour le rappel des points saillants, ou en tout cas les principaux éléments que vous voulez vous mettre en avant
concernant le contenu du cahier des charges. Et ensuite, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant 2 cas pratiques. Bien sûr, ils sont très simples, mais ils visent à vous faire toucher du doigt les principaux tenants et aboutissants de la détermination d'un process bien conforme au label ISR. Donc, dans notre cas, ici, on prend l'exemple d'un portefeuille de 10 actifs de bureau déjà existants qui seraient détenus directement et localisés en France. On vous donne voilà, une liste d'actifs avec des valorisations diverses. L'objectif du fonds ici serait d'atteindre un niveau de performance ESG avancé global pour l'ensemble des actifs du portefeuille de façon très simple. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on entend par niveau de performance ESG avancé au niveau global pour l'ensemble des actifs du portefeuille? Ici, au regard du référentiel qui aura été déterminé, par exemple, ici, le niveau de performance ESG avancé global, il sera obtenu à partir d'une note de 50 sur 100, par exemple. Donc, ça va être notre note minimale à viser pour les actifs du fonds, sachant que la note minimale, pour rappel, il faut vraiment qu'elle reflète le dépassement des exigences légales. Donc, on va partir du principe que cette méthodologie d'évaluation a été développée en interne avec un outil propriétaire, que cette fréquence, la fréquence de mise à jour des notations est fixée à un rythme annuel, de façon tout à fait conforme au cahier des charges. Et ensuite, on va se retrouver dans 2 cas de figure. On vous propose d'aborder tout juste après. Donc avec le premier cas, on se retrouverait dans le cas où moins de 80% des actifs, donc en valeur ou notation ESG initiale qui serait supérieure à la note minimale fixée, en l'occurrence 50 sur 100. Et le deuxième cas, on se retrouverait avec plus de 80% des actifs avec une notation ESG initiale supérieure à la note minimale. Donc tout d'abord, on va commencer par le premier cas. Donc le cas où on a moins de 80% des actifs qui ont une note ESG supérieure à la note minimale. Donc là, on reprend l'évaluation initiale en année N. On obtient une notation globale de 56 sur 100 sur l'ensemble des 10 actifs. On voit qu'il y a 3 actifs en particulier qui n'ont pas atteint la notation ESG minimale, voilà, du fait de leurs caractéristiques propres. Donc ici, on va faire le distinguo entre 2 poches. La poche qu'on appelait poche A, qui regroupe les actifs avec une note ESG supérieure à la note minimale. Donc on voit qu'en termes de poids, c'est 76% de la valeur totale du portefeuille. Donc ces actifs-là obtiennent une notation de 63 sur 100. Et à côté, on a une poche qu'on appelle poche B, qui regroupe les actifs avec les notes ESG inférieures à la note minimale de 50 sur 100. Donc les bureaux B, C et J, en l'occurrence, se retrouvent avec une note ESG de 39, donc nettement inférieure à celle de 50 sur 100. Du coup, dans ce cas de figure-là, d'après le cahier des charges, il va y avoir plusieurs éléments à surveiller pour bien être en ligne avec la labellisation. Donc, tout d'abord, donc la poche A, qui regroupe les actifs les mieux évalués, ils vont devoir maintenir à minima leur notation moyenne initiale. Donc pour cette poche, la poche devra conserver ce niveau de 63 sur 100. C'est assez simple. Ensuite, sur la poche B, c'est là où il va y avoir des attentes un peu plus spécifiques. Pour ces actifs qui ont donc une notation inférieure à la note ESG minimale, le cahier des charges explique qu'il faut atteindre une amélioration significative à moyen terme de la note ESG moyenne de cette poche. Donc, atteindre une amélioration significative à moyen terme, donc ça signifie si on a une échelle de notation de 0 à 100, il faut que l'amélioration significative, elle corresponde à au moins plus 20 points sur 100. Ou
l'amélioration significative peut aussi être atteinte si la notation ESG minimale est atteinte. Donc voilà, deux aspects sur la notion d'amélioration significative. Ensuite, donc, sur ces actifs qui ont atteint une note inférieure à la note ESG minimale, il va falloir définir donc un plan d'amélioration et déterminer une évaluation ESG cible pour chacun de ces actifs. Donc, c'est-à-dire, donc, on va regarder le bureau B, C, J, voir identifier les caractéristiques, voir quels sont les leviers d'action possibles pour améliorer les performances de ces actifs en question. Donc, c'est-à-dire de définir un plan d'amélioration dans le temps avec une évaluation ESG cible. Et donc là, dans le cas présent, on a identifié, à titre d'exemple, qu'une note ESG cible pour ces actifs, la note de 55 sur 100 était crédible pour ces 3 actifs qui avaient 39 sur 100 initialement, et les 3 peuvent logiquement ou de façon assez pertinente atteindre cette note de 55 sur 100. Et donc, ça veut dire qu'on a défini pour chaque actif leur note ESG cible. Et ensuite, au niveau de la poche B, de la poche qui regroupe ces 3 actifs-là, il faut identifier aussi une évaluation ESG cible pour cette poche-là. Donc là, en l'occurrence, les 3 actifs ont une note ESG cible de 55. Donc logiquement, pour cette poche B, on peut s'attendre, au bout de 3 ans, avec la mise en place des plans d'amélioration, à atteindre cette note de 55 sur 100 qui correspond à la note ESG cible pour cette poche B. Donc voilà pour l'évaluation initiale en année N. Et donc ensuite, on va se projeter 3 ans plus tard, donc N plus 3, où là, le plan d'action auront pu être mené. Et là, en l'occurrence, on se retrouve avec un portefeuille où les 3 actifs en question, donc les bureaux B, C et J qui étaient initialement mal notés, ou en tout cas n'atteignaient pas la note ESG minimale, eh bien on voit qu'ils ont réussi à atteindre la note de 55 sur 100, voire à même la dépasser pour les bureaux B et C. Et donc, on identifie qu'ici, on se retrouve avec une poche, l'ensemble du portefeuille atteint une notation supérieure à la moyenne, à la note ESG minimale. Et cette poche d'actifs bien évalués, donc, est de 63 sur 100, donc à garder le même niveau que la notation initiale pour la poche A, regroupant les actifs ayant une notation ESG supérieure à la note ESG minimale. Donc voilà pour ce premier cas de figure. Donc là, on était dans un cas de figure où initialement, moins de 80% des actifs avaient une note ESG supérieure à la note minimale. Ensuite, on va vous présenter un autre cas de figure. Donc si on se retrouvait initialement avec d'ores et déjà plus de 80% des actifs avec une note ESG supérieure à la note minimale. Donc là, dans le cas de figure qu'on vous présente, ces actifs avec une notation supérieure à la note ESG minimale, ils représentent 82% de la valorisation du fonds. Donc on est bien au-dessus de 80%. Et donc ici, on va se retrouver avec des attentes qui sont un peu particulières. Donc d'emblée, la poche B, les attentes vont être les mêmes que dans le cas pratique précédent. Donc ça concerne les actifs les moins bien notés. Et sur la poche A, donc qui constitue la grande majorité des actifs du fonds en question, il va y avoir des spécificités, des attentes particulières. Donc toujours maintenir la notation moyenne initiale, ici en l'occurrence qui était de 62 sur 100 pour cette poche. Ensuite, il faut prouver que dans le système d'évaluation des actifs, il y a bien la prise en compte dans l'évaluation de 4 indicateurs obligatoires, et ce dès la phase d'acquisition. Donc des indicateurs obligatoires qui sont bien communiqués dans le cahier des charges.
Et élément supplémentaire pour cette poche A, il faut que les indicateurs bien spécifiques donc, sur l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre soient inférieurs à la moyenne du benchmark pertinent pour chaque actif. Donc là, c'est ce qu'on vous a présenté dans l'encadré rouge, où on vous a présenté donc l'indicateur énergie pour l'actif et puis l'indicateur énergie pour le benchmark. La même chose pour les émissions de GES. En ayant, dans ce cas précis, donc on a repris les informations provenant de l'OID, qui donne quelques informations de benchmark pertinentes pour différentes classes d'actifs. Et donc ici, il faut être en mesure de justifier donc pour chaque actif que l'indicateur d'énergie de l'actif est bien inférieur à celui du benchmark. Donc voilà, c'est un élément à avoir en tête si on se retrouve donc dans ce cas de figure bien particulier où plus de 80% des actifs ont une notation ESG supérieure à la note minimale. Voilà pour les cas pratiques. Donc très clairement, hein, l'idée c'était de vous présenter très simplement quelles étaient les exigences, les attentes, les principales attentes du cahier des charges dans le cadre d'une labellisation. On n'est pas allé dans le détail de la construction d'un référentiel ESG en tant que tel. Je pense que ça pourrait faire même l'objet d'un autre webinaire, mais on vous partage quand même quelques informations plus précises parce qu'il y a des attentes bien précises aussi là-dessus dans le cahier des charges. Donc vous retrouverez dans l'annexe 5 ou 6 du cahier des charges des éléments liés donc aux critères plus spécifiquement attendus pour certains qui sont obligatoires et pour d'autres on va dire ce sont des indicateurs complémentaires que vous pouvez sélectionner et utiliser dans la méthodologie d'évaluation des actifs. Donc par exemple on va balayer les trois thématiques assez rapidement. Donc dans un premier temps, donc sur l'environnement, il y a des attentes fortes donc sur deux thématiques principalement, l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, comme on l'a vu tout à l'heure à l'instant sur le cas numéro 2 où il va y avoir des attentes bien particulières sur les actifs les mieux évalués notamment. Donc avec des indicateurs de performance énergétique ou en tout cas d'émissions de gaz à effet de serre qui seront attendus. Donc ça, ce sont deux thématiques obligatoires avec ces indicateurs qui sont considérés comme obligatoires. Et ensuite, d'autres thématiques, donc comme la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la biodiversité ou d'autres thématiques pertinentes qui peuvent être intégrées. Voilà pour la partie environnement. Ensuite, sur la partie sociale, sociétale, là, il y a des thématiques obligatoires, où là, il y a un petit peu plus de marge de manœuvre, dans certains cas, sur le choix des indicateurs, donc la mobilité. Donc la mobilité, ici, on va regarder des éléments liés à la proximité au nœud de transport. Donc là, on va spécifier catégorie par catégorie la proximité pour chaque actif, des éléments liés à la santé et au confort des occupants. Donc là, ça peut être, à titre d'exemple, la part des actifs couverts par une étude spécifique sur la qualité de vie, le confort, le bien-être au sein des bâtiments. Il va y avoir encore comme autre thématique possible les services rendus aux occupants ou encore la contribution au développement local, qui est une thématique toujours très, très intéressante et très souvent très attendue, sur laquelle les investisseurs sont très, très regardants, la création d'emplois, ce genre de choses. Donc voilà pour la partie sociale, sociétale. Ensuite, sur la partie gouvernance, donc il va y avoir une thématique obligatoire qui est celle de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, donc avec notamment les éléments liés au property management, etc. Donc là, on va regarder, à titre d'exemple, donc des indicateurs sur la part des contrats avec des prestataires qui incluraient des clauses ESG.
Et puis sur les actions en matière d'audit pour justement s'assurer du respect de la charte ESG de la société de gestion par les prestataires, par exemple. Sur les éléments de gouvernance, donc d'autres thématiques abordées, les relations avec les locataires, usagers et riverains, ou encore des éléments liés à la résilience, et notamment sur les aspects liés au changement climatique. Les éléments liés au label, par exemple, d'actifs immobiliers peuvent être pris en compte. Alors, c'est pas des critères obligatoires, mais ça peut être considéré comme des indicateurs complémentaires que vous pouvez ajouter au référentiel d'évaluation. Bien évidemment, sur les thématiques pertinentes selon la nature des labellisations. Et pour terminer, il y a aussi des exigences par rapport aux pondérations. Donc, il y a des éléments à bien avoir en tête aussi lors de la construction de vos référentiels d'évaluation. C'est qu'il y a des pondérations bien spécifiques qui sont attendues sur l'environnement, le social, sociétal et la gouvernance. Donc, en tant que tel, il n'y a pas d'équipondération exacte possible. Vous ne pourrez pas avoir du 33, 33, 33 pour chaque thématique. Donc ici, on vous donne les bornes qui sont mentionnées dans les annexes du cahier des charges. Donc, par exemple, pour l'environnement, le poids de cette thématique sera entre 30 et 60%, entre 20 et 50% pour le social et entre 20 et 30 pour la gouvernance. Et ensuite, le cahier des charges spécifie également des éléments liés au poids des indicateurs au sein des thématiques. Donc c'est ce qu'on vous a précisé juste en dessous pour chacune des thématiques, les poids attendus, les bandes de poids attendus pour les indicateurs obligatoires et les autres indicateurs complémentaires. Voilà, donc beaucoup d'éléments à avoir en tête concernant le label ISR qu'on identifie clairement comme très très exigeant. Et donc, j'espère que ces éléments qu'on vous a présentés vous aident un petit peu mieux appréhender la chose. Du coup, je te laisse la main, Céline. Merci Jean-Baptiste. Alors, comme l'a dit Jean-Baptiste, je pense que vous l'avez perçu au travers des cas pratiques présentés. Ce label ISR immobilier est très exigeant et nécessite d'avoir en place un certain nombre de process, d'outils, de référentiels, etc. Et c'est dans ce cadre qu'Etifinance peut vous accompagner, notamment au titre de notre expérience passée sur le label ISR et sur la classe d'actifs immobiliers. Alors, on ne va pas détailler spécifiquement, mais sachez que on a la capacité de vous aider, de co-construire ensemble des référentiels d'évaluation en se basant sur, enfin en tout cas, en respectant les contraintes fixées par le label ISR, de la même manière de vous accompagner dans la mise en place de votre démarche et de la réflexion autour des plans d'action possibles au regard des typologies d'actifs que vous avez en portefeuille. On vous aide aussi dans la formalisation, la revue de tous les éléments attendus et notamment des éléments documentaires, puisqu'il y a un corpus documentaire à créer et à envoyer dans le cadre de l'audit. On peut vous aider en tout cas, c'est une bonne mise en pratique, mais la réalisation d'un audit blanc, c'est-à-dire qu'on se met dans un contexte d'audit similaire à celui auquel vous allez faire face lors de la labellisation avec un des auditeurs certifiés. Et donc, on vous prépare à cet audit pour qu'il n'y ait pas de surprise en tant que telle au moment de la labellisation. Et enfin, on peut réaliser l'interface avec l'organisme certificateur au moment de la labellisation initiale et puis la labellisation de suivi, puisqu'il faut savoir que le label ISR immobilier est octroyé pour 3 ans avec un label initial en année N, puis 2 audits de suivi en année N+1 et N+2. Ça me permet de rebondir sur une question d'ailleurs que nous avons eue dans le chat. Qui accorde le label et comment s'organise l'audit des dossiers? Alors, il faut savoir que actuellement, il y a 3 organismes qui sont accrédités par la COFRAC pour conduire les audits de labellisation, que ce soit le label ISR pour les actifs cotés ou le label ISR pour les actifs immobiliers. Et ces trois organismes sont EY, donc anciennement Ernst & Young, l'AFNOR et Deloitte, sachant que EY et l'AFNOR sont historiquement les organismes certificateurs, et ce depuis le lancement du label en 2015, et que Deloitte a obtenu cette accréditation récemment.
Au niveau de l'organisation des dossiers, en fait, c'est vous en interne, quand vous décidez de vous lancer dans ce processus de labellisation de vos fonds, alors vous penchez sur la question du contenu du référentiel, ce que vous avez en place, ce que vous devez faire. Et une fois que vous vous sentez prêt, vous contactez un des 3 organismes labellisateurs ou certificateurs avec qui vous souhaitez travailler, sachant que les prestations sont plus ou moins similaires et les coûts, je crois, à peu près équivalents. Et donc, ils vont vous demander de leur fournir un corpus documentaire. Et quelques jours plus tard, ils réaliseront un audit sur site, donc au cours duquel se déroulent des entretiens avec les personnes clés de vos équipes qui sont concernées justement par la mise en place de votre démarche ESG au niveau des fonds et au niveau de la société de gestion. Et suite à cela, vous avez des retours de l'organisme certificateur qui vous fait état des possibles non-conformités identifiées, qui vous demande donc de faire part des actions correctives que vous pourriez mettre en place. Et au regard de cela, vous octroie ou non le label ISR immobilier. Hop. Alors, peut-être pour poursuivre, alors, la conclusion, je rends la main à Jean-Baptiste. Oui, alors en conclusion, alors pour être très concis, on vous a mis les principaux points d'attention que nous on identifiait suite à la lecture et à l'étude du cahier des charges. Tout d'abord, le référentiel d'évaluation, il va être déterminant parce que c'est lui qui va vous permettre en tout cas, vous devrez être en mesure de justifier les éléments concernant le choix des indicateurs, les méthodologies d'évaluation, de scoring de chaque indicateur par rapport à la typologie de l'actif en question. Pour répondre à une des questions qui a été indiquée dans le chat, effectivement, pour les différents types d'actifs, il faudra identifier les façons de scorer pertinentes au regard de la nature de l'actif évalué. Donc le référentiel d'évaluation, effectivement, va nécessiter un travail en amont très important pour structurer la démarche du fonds. Ensuite, l'autre élément, ça va être le process qui va être déterminant. On sait qu'il y a potentiellement de nombreuses parties prenantes qui peuvent être impliquées dans le suivi des performances ESG d'un actif immobilier. Donc, il va falloir vraiment être très rigoureux sur le suivi dans le temps des actions, des plans d'amélioration, et la collecte des informations. On sait que la fiabilité des données va être clé et pas forcément toujours évidente dans le cadre de suivi de données extra-financières sur les actifs immobiliers. Donc, on identifie qu'il va falloir bien s'outiller et que vous soyez bien à l'aise avec vos supports, vos outils avec lesquels vous travaillerez pour justement faire le suivi de l'évaluation de vos actifs. Un autre élément qui est extrêmement important en matière d'investissement responsable chez Etifinance, on met toujours l'accent sur cet élément-là, c'est le dialogue, et donc en particulier dans le cadre de l'évaluation d'actifs immobiliers, le dialogue avec les différentes parties prenantes clés est primordial afin de bien partager auprès de vos parties prenantes votre démarche, vos attentes, les retours que vous pourrez faire à vos parties prenantes. Le travail de pédagogie sera déterminant dans la réussite de votre démarche. Et puis le dernier mot, c'était le mot d'exigence, parce que ce label ISR immobilier, sa première version est quand même très exigeant. Et donc, il faut en avoir bien conscience avant de se lancer dans ce process. Mais si vous êtes rigoureux et exigeant, ça pourrait tout à fait se faire. Mais voilà, c'est vraiment un chemin bien particulier. Et
c'est très important d'être familier avec les attentes en la matière. Et donc, pour conclure, je pense que s'il y a d'autres questions, on pourra essayer d'y répondre. Alors, en effet, on a notamment des questions qui ont été posées via le chat. Je ne suis pas sûre de bien savoir comment faire apparaître les questions à l'écran, mais c'est pas grave. En tout cas, on nous a demandé s'il y avait une tolérance pour les 90% en valeur d'actifs immobiliers qui doivent être couverts par une notation ESG, puisqu'il faut savoir que ça fait partie des attentes, ou en tout cas des exigences du label ISR, c'est que vous devez avoir durablement au sein de votre portefeuille au moins 90% des actifs détenus qui font l'objet d'une évaluation ESG. La réponse est oui. Et j'espère que, enfin, en tout cas, cela s'est senti au regard des cas pratiques réalisés par Jean-Baptiste. En effet, dans ce sens, d'ailleurs, le label ISR immobilier est presque plus exigeant que anciennement le label ISR pour les actifs cotés, puisque cette tolérance de 10%, elle n'est en place que pour permettre à un actif d'intégrer le portefeuille sans que l'évaluation ESG initiale n'ait encore été réalisée. Mais il faut savoir que, en tout cas, le label ISR immobilier attend que tout actif détenu en portefeuille fasse l'objet d'une évaluation ESG et qu'il y ait des plans d'action mis en place si jamais le seuil minimal n'est pas atteint. Et donc, dans le cas de biens détenus en copropriété, de fait, il est très compliqué. En tout cas, si vous n'avez pas les leviers nécessaires pour mettre en place des plans d'action, réaliser une évaluation ESG, etc., il faut se dire que probablement ces fonds-là, ou en tout cas ces actifs-là, ne sont pas à privilégier pour la labellisation. On a une deuxième question concernant le cahier des, enfin, en tout cas, la possibilité de définir des objectifs et des méthodes d'évaluation différentes selon les typologies d'actifs. Alors là, je laisserai peut-être Jean-Baptiste compléter, mais en effet, bien entendu, selon les typologies d'actifs, si on est plutôt sur du résidentiel, du bureau, de l'EHPAD, des murs d'école, enfin bref, qu'importe, vous n'avez bien évidemment pas tout à fait le même référentiel, bien entendu dans la limite des contraintes imposées par le label ISR, puisque vous avez vu qu'il y avait quand même un certain nombre d'indicateurs obligatoires et des pondérations qui étaient fixées en partie, on va dire, par le label ISR, mais toutefois, vous pouvez faire varier le contenu des référentiels d'évaluation, les objectifs à atteindre, les plans d'action mis en place, selon bien entendu les typologies d'actifs, puisque en plus de cela, vous n'aurez pas forcément les mêmes types d'interlocuteurs selon que vous êtes sur un actif hôtelier, du résidentiel, du bureau, des campings, enfin bref, qu'importe. Tout à fait, c'est exactement ça. Tu as très bien répondu, Céline. Merci. Et enfin, j'ai vu que nous avions une dernière question quant au périmètre. Alors, quel est le périmètre de l'immobilier concerné? Immeubles, infrastructures, etc. Là, Jean-Baptiste, si tu veux répondre. Alors, immeubles, tous les types d'immeubles actifs, comme vous disiez, commerce, seulement logistique, hôtel, résidence étudiante, EHPAD, infrastructure, non, je pense pas. Il n'y a pas de référence, je pense pas sur ce type d'actifs en tant que tel. C'est plutôt sur des actifs immobiliers, on va dire un peu classiques, à ma connaissance. Voilà, on a fait le tour des questions. Y en a-t-il d'autres? Non. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, je vous propose de conclure ce webinaire. On nous a demandé si la présentation pouvait être communiquée. Tout à fait. Alors, normalement, c'est même en mode partage actuellement. Alors, je ne sais pas exactement comment vous pouvez la récupérer, mais toutefois, on va vous la communiquer. En tout cas, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire pourront la recevoir à la fin de cette session. Parfait.
Merci à tous, en espérant qu'on vous aura apporté quelques éléments éclairants sur ce label ISR immobilier. Et puis, bien évidemment, nos équipes sont à votre disposition si vous avez des questions complémentaires sur la démarche responsable dans l'immobilier. Très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.